Alors, le tronc cérébral, le tronc cérébral, l'encéphale, il est formé par trois parties. L'encéphale, c'est le système nerveux crânien, le système nerveux central, intracrânien. On fait trois parties. Qui est le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Donc, le tronc cérébral, c'est la partie moyenne de l'encéphale. Situé donc à la base, donc il se continue en bas par la moelle spinale, hein, et en haut, il va se continuer avec le diencéphale, avec la vésicule prosencéphalique, c'est-à-dire le diencéphale et le télencéphale, hein, avec la vésicule prosencéphalique. Donc il est constitué de trois étages sur le plan embryonnaire, comme l'étage mésencéphalique, l'étage rhombencéphalique, mésencéphale, et l'étage rhombencéphalique. Dans l'étage rhombencéphalique, il y a deux, voilà, donc métencéphale et myélencéphale. Donc, sur l'étage mésencéphalique, il est constitué par les pédoncules cérébraux, hein, les pédoncules du cerveau cérébraux. Sur l'étage métencéphalique, c'est cette protubérance qui est ici, qu'on appelle la protubérance annulaire, ou bien le pan, hein, c'est l'étage pontique, le pan, ou bien protubérance annulaire, ou bien le pan, ou anciennement, c'est le pan de Varol. Le pan de Varol, le pan de Varol. C'est le pan ou bien la protubérance annulaire. Et, bien sûr, en arrière, le cervelet, il ne fait pas partie du tronc cérébral. Hein. Le cervelet est un renflement rhombencéphalique postérieur. Mais le tronc cérébral, qui est les pédoncules cérébraux, c'est l'étage mésencéphalique. Puis la protubérance annulaire, c'est l'étage rhombencéphalique et métencéphalique. Et le bulbe rachidien, ou bien là, ce qu'on appelle aussi la moelle allongée. Le bulbe rachidien, c'est l'ancienne nomenclature. Maintenant, on l'appelle la moelle allongée. Moelle allongée, ou bien la médula oblongata, c'est l'étage myélencéphalique. Regarde, c'est l'étage myélencéphalique. Donc, trois étages. Je fais très bien, il faut qu'il y ait un mésencéphale, métencéphale et myélencéphale. Alors, voilà ici le tronc cérébral sur une vue de dissection. Là, vous avez le télencéphale, c'est-à-dire les hémisphères cérébraux. Là, vous avez en arrière, c'est quoi? Le cervelet. Et là, vous avez le tronc cérébral avec les pédoncules en haut, le mésencéphale, la protubérance annulaire, le bulbe allongé et qui se continue en bas par la moelle spinale. Très bien. Voilà les étages, les encéphales, pan. Et là, c'est une vue postérieure. Pour voir le tronc cérébral par derrière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever le cervelet, parce que le cervelet, il le cache par derrière. Il faut couper le cervelet, et quand on coupe le cervelet, c'est comme, vous allez le faire le cours, le cervelet, c'est comme un sac à dos. Je fais le sac à dos à l'alpiniste. L'alpiniste, il a un sac à dos qui est particulier. Il a donc le cervelet, c'est ça. Le cervelet, le tronc cérébral, par trois ceintures, ce qu'on appelle les pédoncules cérébelleux. Les pédoncules cérébelleux, qui est supérieur, au moyen, inférieur. Donc pour voir, là, les trois pédoncules cérébelleux. D'accord? Là, on a coupé les trois pédoncules, le supérieur, moyen et inférieur. Pédoncules cérébelleux. La situation. Alors, il est situé dans la loge cérébrale postérieure. Donc, c'est le postérieur formé dans l'étage postérieur du crâne. Là, vous avez la boîte crânienne. Là, c'est quel os, ça là? C'est l'occipital, très bien. Et là, le clivus. C'est quoi le clivus? Là, c'est le sphénoïdal. Le sphénoïdal. Avec là, c'est quoi? La selle turcique, très bien, c'est la selle turcique. Hein, qui fait la glande hypophyse. Et le clivus, il y a تقولوا لها انتم سحلايقه هذا هو الكليفيوس d'accord سحلايقه هذا الكليفيوس d'accord le clivus là l'orifice c'est quel orifice? On n'a pas parlé de foramen magnum tout à l'heure, hein. Comme on a tous les orifices, on a le plus volumineux. C'est le trou occipital. Dans le trou occipital, parce qu'est-ce que il y a dit le tronc cérébral. Non, pardon. Le tronc cérébral, il ne doit pas passer. C'est-à-dire la moelle spinale. Avec les artères. Les artères spinales, oui. Les artères vertébrales. Et bien sûr les méninges. Tout ça passe par attention, le tronc cérébral ne doit pas passer. Le tronc cérébral. Là c'est très. On a dit un petit mot, ça dira. Le tronc cérébral qui est ici avec le cervelet.
Là, c'est le foramen magnum. Et là, la moelle spinale qui passe. S'il y a le tronc cérébral, il est toujours au-dessus avec le cervelet surtout à la partie intérieure du cervelet qu'on appelle les amygdales cérébelleuses. Il ne faut pas, s'il y a par exemple, s'il y a une hypertension intracrânienne, s'il y a un foyer expansif, une tumeur, donc il va y avoir une hypertension à l'intérieur du crâne, une hypertension, donc ça va pousser. Si ça pousse et ça descend, c'est ce qu'on appelle un engagement. Et c'est mortel. Si le tronc cérébral s'engage par Yarbot, donc il va être comprimé au niveau du foramen magnum qui est inextensible. Et le tronc cérébral est une région vitale qui a les noyaux des nerfs crâniens, les noyaux des nerfs qui régulent les battements du cœur, qui régulent la respiration. Donc s'il passe, donc le sujet peut mourir. C'est ce qu'on appelle un engagement. On peut avoir aussi des engagements du cervelet, un engagement cérébelleux, ce qu'on appelle un engagement amygdalien. Donc attention, au niveau du foramen magnum, c'est le passage de la moelle spinale. Tout ce qui est au-dessus, s'il passe, ce qu'on appelle un engagement, il peut être incompatible avec la vie. Le tronc cérébral, d'ailleurs le tronc cérébral sur le plan de gravité, c'est-à-dire par rapport au cerveau, le tronc cérébral, il est plus dangereux sur le plan lésionnel que le cerveau. Le cerveau, il a un rôle fonctionnel, la corticale, c'est des rôles d'intégration, de fonctionnalité, alors que le tronc cérébral, il a un rôle vital, il a un rôle de régulation des fonctions vitales, d'accord? Donc, très important. Donc, on peut opérer le cerveau, faire une lobotomie, opérer, mais le tronc cérébral, si on y touche, c'est pratiquement, c'est mortel, c'est fatal. Donc, c'est le tronc cérébral, il est plus dangereux sur le plan lésionnel. Le pronostic est plus grave si le tronc cérébral est touché par rapport au cerveau, par rapport au cortex. Est-ce que vous saisissez l'importance du tronc cérébral? Donc voilà, il est situé dans la fosse, là c'est ce qu'on appelle la fosse cérébrale postérieure. La fosse cérébrale postérieure, avec la limite au-dessus. Ici, c'est la tente du cervelet. La tente du cervelet. La fosse cérébrale postérieure. Au-dessus du foramen magnum, c'est-à-dire du trou occipital. D'accord? Alors, il se présente sous la forme d'un cordon vertical avec la longueur 9 à 10 cm. Donc, avec, bien sûr, il fait suite ici à la moelle, et plus on monte en haut, plus il va se enfler. C'est l'embryologie, c'est les vésicules. Là, vous avez une vue antérieure. Une vue antérieure du tronc cérébral. Elle a une vue latérale. Une vue latérale. Voilà le tronc cérébral avec les 3 étages. C'est l'étage mésencéphalique, c'est les pédoncules. C'est les pédoncules cérébraux. Là, c'est l'étage rhombocéphalique, mais métencéphalique, c'est la protubérance annulaire. Et là, c'est l'étage myélencéphalique, c'est le bulbe via la moelle allonge. Vous voyez que, déjà, entre les 3 étages, on peut avoir une nette délimitation. Il y a un sillon ici, un sillon de démarcation. Et là aussi, il y a un autre sillon. Donc le sillon là-bas, c'est le sillon, ce qu'on appelle ponto-pédonculaire. Ponto, c'est le pont, pédonculaire, d'accord? Le sillon, c'est le sillon bulbo-pontique, ou la bulbo-protubérantielle. Ça dépend de c'est la protubérance, il y a le pont. Donc bulbo-pontique ou bien bulbo-protubérantielle. Alors, le bulbe allongé. Donc le bulbe, il fait suite à la moelle spinale. Donc il va avoir pratiquement les mêmes sillons. Donc je trouve les différents sillons. Voilà ici, même chose sur un schéma de Netter. Là c'est le bulbe, la protubérance, les pédoncules cérébraux. Là c'est le sillon ponto-pédonculaire. Là c'est le sillon bulbo-pontique ou la bulbo-protubérantielle. Et vous voyez ici dans ce sillon-là, donc au niveau de l'étage bulbaire, du bulbe, on va voir les différents sillons. C'est comme au niveau de la moelle. J'aurais peut-être comme de la moelle, mais on a un peu. Alors, au niveau du bulbe, qu'est-ce qu'on a à voir? On va avoir ici un premier sillon, un sillon médian. Un sillon médian. C'est le sillon médian antérieur. Là, c'est une vue antérieure. Sillon médian antérieur. Avec là une région qu'on appelle la région de la décussation pyramidale. La voie pyramidale, la voie de la motricité.
اللي تجي من l'air motrice pré-rolandique, hein, وتهبط par la capsule interne, on بعد تهبط au niveau du tronc cérébral, au niveau de la partie antérieure du tronc cérébral, on بعد au niveau du bulbe, la partie droite contrôle la motricité gauche, ou la partie gauche contrôle la droite. Donc, c'est un croisement. Donc, le croisement, les faisceaux pyramidaux, ce qu'on appelle le faisceau pyramidal, ou là, plus précisément, c'est le faisceau cortico-spinal. Mais le cortex moteur du cerveau, la moelle, cortico-spinal. Donc, ça va un croisement. Le croisement, en termes anatomiques et en physiologie, on appelle ça une décussation. Une décussation, maintenant un croisement. Donc la décussation se fait à ce niveau, au niveau de la partie inférieure du bulbe. D'accord? Au niveau de la partie inférieure du bulbe. Ça, c'est pour le sillon médian. Là, vous avez le sillon collatéral antérieur. Voilà. Entre le sillon médian et le sillon hada, qui est le collatéral antérieur, on va délimiter deux gros cordons, deux grosses boules de substance blanche, hein, qu'on appelle les pyramides. Les pyramides bulbaires. Est-ce que vous avez compris? Qu'on appelle les pyramides bulbaires. D'accord? Les pyramides. Donc la pyramide bulbaire, c'est à ce niveau où sera la décussation. Donc la pyramide bulbaire, c'est le sillon médian et le sillon collatéral antérieur. On a un deuxième sillon, c'est le sillon collatéral postérieur. Le sillon collatéral postérieur, le voilà. Entre le sillon collatéral antérieur et le sillon collatéral postérieur, il y a une boule كبيرة اسمها l'olive bulbaire. L'olive bulbaire. Là, c'est l'olive bulbaire. D'accord? C'est l'olive bulbaire. Au niveau du sillon collatéral postérieur, on l'appelle aussi le sillon des nerfs mixtes. Je vais les nerfs mixtes, 9 ou 10 ou 11. Le sillon des nerfs. Donc l'origine, vous voyez, l'origine des nerfs 9, 10 ou 11, c'est au niveau bulbaire, au niveau du sillon collatéral postérieur, qu'on appelle aussi le sillon des nerfs mixtes, et on l'appelle aussi le sillon rétro-olivaire. Vous voyez, rétro-olivaire, derrière l'olive bulbaire. D'accord, je prends. L'olive bulbaire, c'est bon, voilà, le sillon hada, c'est le sillon bulbo-protubérantiel. On va parler des nerfs crâniens à la fin. Sillon bulbo-protubérantiel. La protubérance annulaire, la voilà, qui va cravater comme ça le tronc cérébral et qui va aller en arrière. Voilà, qui va se rattacher en arrière au cervelet par les pédoncules cérébelleux, supérieur, moyen et inférieur. Le sillon ponto-pédonculaire, ou la ponto-mésencéphalique, si on veut. On a l'étage mésencéphalique avec les deux pédoncules cérébraux. Les deux pédoncules cérébraux sont limités en haut, ici, par... C'est quoi là? C'est quoi ça? Le chiasma optique. Le chiasma optique, comme les deux nerfs optiques qui viennent de l'œil, et qui vont se croiser aussi au niveau du chiasma optique. Qui vont donner derrière ce qu'on appelle des bandelettes optiques. C'est le chiasma optique en dessous. Donc, et au-dessous du chiasma optique, il y a un espace ici, un espace qu'on appelle l'espace perforé, parce qu'il y a des perforations vasculaires, c'est l'espace perforé antérieur, avec là, c'est la tige pituitaire, la tige de la glande hypophyse, et ici, les deux petits tubercules qu'on appelle les tubercules mammillaires. C'est les piliers antérieurs du fornix. Le pilier antérieur du fornix est écrit en avant par deux tubercules qu'on appelle les tubercules mammillaires. Voilà l'espace interpédonculaire avec l'espace perforé interpédonculaire maintenant entre les deux pédoncules, l'espace perforé antérieur. Maintenant, je vous le schéma plus voilà le schéma. Alors le bulbe, sillon collatéral antérieur, sillon médian, ou bien la fissure médiane, sillon médian ou bien fissure médiane, sillon collatéral antérieur, entre le sillon médian et le sillon collatéral, c'est les pyramides, le sillon collatéral postérieur, qu'on appelle aussi le sillon des nerfs mixtes, ou bien le sillon rétro-olivaire, entre les deux, c'est l'olive bulbaire, on a le sillon bulbo-protubérantiel, la protubérance annulaire ou bien le pan, le sillon ponto-pédonculaire,
les bandelettes optiques, le chiasma et les nerfs optiques qui sont coupés ici. Là, c'est l'espace perforé antérieur. Au-dessus, c'est un peu ce qu'on appelle l'espace perforé antérieur. On faut qu'il se met l'espace interpédonculaire, mais avec ici, vous avez la tige pituitaire qui est coupée. D'accord, la partie supérieure, c'est ce qu'on appelle le tubercle synovium. Et les deux boules qui sont ici, ce sont les corps mammillaires. Donc, ce qui nous intéresse ici, après la description, c'est l'émergence. On a les nerfs crâniens, à part le 1 et le 2, naissent tous du tronc cérébral. Donc, le 1 ou 2, voilà le 1. C'est le 1. Le tractus olfactif. Le 2 qui est coupé ici. Le 1 ou 2, ce sont des prolongements encéphaliques. Ce sont des prolongements, donc ils ne naissent pas du tronc crânien. D'ailleurs, ils n'ont pas la même structure. Nous allons voir la base du crâne, d'avant en arrière, là, au niveau du tronc cérébral, on va aller de haut en bas. 3, 4, 12. D'accord? Donc la naissance, attention, ce que vous voyez ici, la naissance des nerfs crâniens, c'est ce qu'on appelle l'origine apparente. À l'œil nu. Mais les noyaux, l'origine réelle, ce qu'on appelle l'origine réelle, voilà, à l'intérieur du tronc, c'est ce qu'on appelle les noyaux. Les noyaux qui, quand ils sont touchés, donc, vont donner des dégâts. Donc ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit décrire maintenant, c'est ce qu'on appelle l'origine apparente. On va les noyaux réels, l'origine réelle. Donc l'origine apparente, regardez, le 1 ou 2, parce que c'est pas. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, l'intermédiaire, le 7 bis, l'intermédiaire de Lisbonne, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12. D'accord? Le 3, regardez, l'origine apparente, il naît au niveau de l'espace perforé antérieur, au niveau du sillon pantopédonculaire. Le 3. Le 4, tous ces nerfs vont avoir l'origine apparente, elle est en avant, sauf le 4. Le 4, il gime noir. Le 4, il gime noir. Voilà, regardez, le 4, il gime le sillon pantopédonculaire, mais par derrière, le 4. Le 5, regardez ici le 5, vous voyez que dans le 5, ici, le 5, il a une origine pontique. Il gime la protubérance, l'origine apparente, c'est au niveau de la protubérance. Regardez le 5, qui a un gros nerf, qui a un tout petit nerf d'amour. Le gros nerf, c'est la portion sensitive, parce que le 5, parce qu'on a le 5, le trijumeau, principalement, c'est la sensibilité de la face. Il a une petite fonction motrice, il y a la fonction masticatrice. Le 5-3, motrice, masticatrice. Donc, le gros nerf qui est ici, c'est le 5 sensitif. Et le petit nerf d'Ikhlara, c'est le 5 moteur. Est-ce que c'est clair? Donc, il a une origine au niveau de la protubérance. Là, c'est maintenant, on a le 3, le 4, le 5. Nous avons le sillon protubérantiel. Comme 6, le moteur l'abducens, le 7, le facial. Le 7 bis, c'est l'intermédiaire de Lisbonne qui a une fonction sensorielle, gustative, etc. Le 8, donc de dedans en dehors, 6, 7 bis, ou le 8. D'accord? Donc le sillon bulbo-protubérantiel. Oui. C'est le 5 qui reconnaît le 1, 2, 3. Le 1 ou 2, c'est sensitif. Au 3, c'est moteur. D'accord? C'est pour ça que le sensitif, il est plus volumineux. Le 1 ou 2, c'est le sensitif. Et le 3, c'est le moteur. D'accord? Le 1 ou 2, c'est le maxillaire et l'ophtalmique. Le 1, l'ophtalmique, ou 2, maxillaire. Est-ce que c'est clair? Donc on va l'étage bulbaire. Au niveau de l'étage bulbaire, nous allons au niveau du sillon collatéral postérieur. 9, ou 10, ou 11. Sachant que le 11, je n'ai pas voulu vous le dire tout à l'heure, le 11 a l'accessoire, une origine bulbaire et une origine spinale. Regardez donc 9 ou 10 ou 11, ils naissent du bulbe au niveau de quel sillon? Collatéral postérieur, rétro-olivaire. Il y a le 12,
Le 12, le voilà. Il naît du sillon collatéral antérieur, pré-olivin. Pré-olivin. Est-ce que c'est clair? Très bien. Le 4, le 4, vous voyez, il est postérieur. On va يجي en avant. Donc, comme هاد la vue هذه تحدوا بها les origines apparentes. Les origines apparentes des crânes. Maintenant, au niveau de la protubérance, ici, il y a comme une gouttière comme ça. Sur une, comment dire, il y a une gouttière. On l'appelle la gouttière basilaire. Où est-ce différent? Le tronc basilaire. Très bien, le tronc basilaire, la réunion des deux artères vertébrales. Donc le tronc basilaire passe dans la gouttière basilaire de la protubérance annulaire. Le chiasma, les bandelettes optiques, les espaces, c'est bon. Voilà. La face postérieure. Voilà, pour voir la face postérieure, il faut enlever le cervelet. Là, le cervelet, il a été, l'hémisphère cérébelleux droit, il a été écarté, et l'hémisphère cérébelleux gauche, il est fermé. Donc regardez, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des saillies au niveau de la face postérieure. Voilà. Regardez sur une coupe sagittale. Là, c'est la partie antérieure. Là, c'est la partie postérieure. Là, c'est le thalamus. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, le système ventriculaire. Qu'est-ce qu'il y a comme ventricule ici? Entre les deux thalamus. Le troisième, le V3. Le troisième ventricule. Au niveau, le troisième ventricule communique avec le quatrième ventricule par le canal Hada, l'aqueduc de Sylvius, l'aqueduc mésencéphalique, d'accord? Avec le mésencéphale qui est ici. Donc, au niveau du mésencéphale, là, c'est une coupe du pédoncule cérébral. Donc, du pédoncule cérébral en arrière ici, comme les tubercules, comme des saillies de substance blanche, grise, c'est les tubercules, ce qu'on appelle les tubercules quadrijumeaux. Tubercules quadrijumeaux. À droite ou à gauche. On les appelle, ça c'est l'ancienne nomenclature. On appelle les colliculi. Le colliculi pluriel. Donc le colliculus, c'est le tubercule quadrijuminal. Donc on a supérieur et inférieur, ou anciennement appelé antérieur et postérieur. Donc on a ce sont les tubercules, ils sont importants, les tubercules quadrijumeaux. Donc les tubercules quadrijumeaux, c'est la face postérieure de quoi? Du mésencéphale, donc du pédoncule cérébral. La cavité du mésencéphale, c'est l'aqueduc de Sylvius. D'ailleurs, Sylvius, donc maintenant on l'appelle l'aqueduc mésencéphalique. Maintenant, il y a le liquide. S'il y a un obstacle ici, s'il y a un obstacle là, imaginez l'aqueduc bouche là. Bouche par un phénomène. Donc le liquide, mais qu'est-ce qu'on va avoir comme dilatation? V3, les ventricules latéraux, parce qu'on met pour faire le V3, les trous de Monroe, donc ils sont beaux. Donc ils amènent les ventricules latéraux et le V3. Est-ce que le V4 il gonfle? Non, très bien. Si l'orifice, donc voilà. Ça c'est l'aqueduc mésencéphalique. Si l'obstacle il est ici, on va avoir le V3 qui va se dilater, une hydrocéphalie du V3. Les VL vont se dilater. L'aqueduc, est-ce qu'il va se dilater? Non. Si l'obstacle il est ici, on va avoir une hydrocéphalie, même aqueducale. Même l'aqueduc, il va se dilater. D'accord? Si l'obstacle il est ici, donc c'est une hydrocéphalie pan-ventriculaire. On a tous les ventricules dilatés. Très bien. Donc l'aqueduc, c'est l'étage mésencéphalique. Donc en arrière, vous avez les tubercules quadrijumeaux. Le canal Ferro, c'est l'aqueduc de Sylvius. Et en avant, c'est les tubercules mammillaires. D'accord? Ça, c'est pour le mésencéphale. Qui est au niveau de l'étage rhomboencéphalique. Donc, ça, c'est quoi? Le quatrième ventricule. Le quatrième ventricule. Vous voyez que le quatrième ventricule, sur une coupe, il a une forme d'un losange. Il a une forme d'un moyen. Donc, deux triangles. Donc, il va avoir un triangle supérieur et un triangle inférieur. Le triangle supérieur, il est métencéphalique, il est protubérantiel, et le triangle inférieur, il est bulbaire. Il est myélencéphalique, il est bulbaire. D'accord? Et vous voyez ici le peloton vasculaire, on a parlé hier des petits vaisseaux qui sont là, ce sont les plexus choroïdes.
sont qui vont sécréter le liquide céphalorachidien. Ils vont sécréter, voilà, vous avez les plexus choroïdes du quatrième ventricule, vous avez ici les plexus choroïdes au niveau du troisième ventricule. Donc ce sont des pelotons. Comment les sécréter? Les le liquide céphalorachidien qu'on appelle le LCR ou bien le LCS. Anciennement appelé LCL, liquide céphalorachidien, maintenant on l'appelle cérébrospinal, c'est la même chose. Je préfère, j'explique, donc maintenant on a comme le quatrième ventricule. Le quatrième ventricule qui est ici. Vous voyez que le quatrième ventricule, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Le quatrième ventricule, c'est très important. Il va avoir une partie antérieure, la paroi antérieure, et une paroi postérieure. La paroi antérieure, en avant, c'est ce qu'on appelle le plancher. Le plancher du quatrième ventricule. Le plancher du quatrième. Et la paroi postérieure ici, c'est ce qu'on appelle le toit. Le toit du quatrième ventricule. Le plancher et le toit. Vous allez me dire, normalement, le plancher, c'est ce qui est en bas, et le toit, c'est ce qui est en haut. Justement, parce que c'est embryologique. Parce que donc le plancher, et le toit, le faux. Donc c'est le plancher et le toit. Qui a le plancher ou le toit. D'accord? Donc le plancher et le toit. Ce qui est très important, tout à l'heure, je vois que les origines apparentes de la crâne. Les origines réelles sont au niveau du plancher. Les noyaux des crâniens sont au niveau du plancher. Donc c'est très important. S'il y a une atteinte du plancher du quatrième ventricule, elle peut être fatale parce que les noyaux des crâniens ils sont ici. S'il y a une tumeur à l'intérieur qui va passer, s'il y a une tumeur du cervelet qui va comprimer, et le plancher du quatrième ventricule, elle peut être fatale parce que les noyaux sont au niveau du plancher. Termine. Voilà. Ce quatrième ventricule ici, il va être délimité en haut par un voile, ce qu'on appelle un voile, un voile, ce qu'on appelle le voile médulaire supérieur, et le voile médulaire inférieur. Le voile, c'est de la substance blanche, c'est une fine lame de substance blanche. Le voile médulaire supérieur, on l'appelle, j'aime les noms propres parce que ça donne le mérite à celui qui l'a découvert. D'ailleurs, on l'utilise toujours. Donc le voile médulaire supérieur, c'est la valvule de Vieux-Sens. C'est la valvule de Vieux-Sens. Le voile médulaire inférieur, il est fermé ici par la valvule de Tarin. La valvule de Tarin. T-A-R-I-N. Donc il faut gagner la valvule de Vieux-Sens, gagner la valvule de Tarin. Maintenant, si on veut faire une vue postérieure par là, on va enlever. Quand on enlève sur le cervelet, on a enlevé même le toit. Quand on enlève le toit, on trouve directement le plancher. Très bien. Donc voilà la vue postérieure. Voilà la vue postérieure. Avec là, ce qu'on voit, là c'est le toit. C'est le toit avec ici le voile médulaire supérieur, qui est la valvule de Tarin, de Vieux-Sens. Et là, c'est le voile médulaire inférieur. Là, c'est les plexus choroïdes. Voilà le plancher. Et au niveau du plancher, on va avoir des saillies, des petites saillies, des saillies, il y a un sami. Donc, celui qui l'a découvert, au chef, là c'est le plancher, hein, on est d'accord? C'est le plancher du quatrième ventricule, le toit mnhi. Donc, il y a un sillon médian qui est ici, qui se termine en bas comme par un petit aubex, comme une tête. Le stylo. Donc, les latins, il a appelé le calamus scriptorus. Calamus, le calamus scriptorus. Voilà. De part et d'autre, il y a une alternance. Il y a une alternance de substances grises et de substances blanches. Très bien. Il y a un schéma que j'ai mis qui est plus explicite. Voilà. Regardez ici. Là, c'est le sillon médian. Avec là, c'est le calamus. Là, c'est de la substance blanche avec une saillie ici qu'on appelle l'éminence médiale ou bien l'éminence terrestre, une substance grise et une substance blanche. Voilà. Là, c'est le calamus. Là, c'est de la substance blanche
avec la partie, dans la partie, ce qu'on appelle la funicula terrestre, substance blanche, se termine ici par deux petites saillies qu'on appelle l'éminentia terrestre. Là, c'est l'aile blanche interne, ou là c'est l'aile blanche externe, ou bien l'aile grise. D'accord? Dans l'aile blanche interne, retenez l'éminentia terrestre, oui, retenez ici, voilà, c'est l'éminentia terrestre. Dans l'aile grise, qui est la fovea, dans l'aile grise, qui est la fovea supérieure et la fovea inférieure. Dans l'aile blanche externe, là, regardez, le 8, il naît au niveau du sillon bulbo-protubérantiel. Il va avoir, comme le 4, c'est pas comme il va avoir des stries nerveuses, qu'on appelle des stries acoustiques, des jumeaux là. Là, c'est le plancher. Là, c'est le toit. Là, c'est le toit, c'est le voile. Avec le voile, c'est le toit. Avec la valvule supérieure, la voilà, c'est la valvule de Biosens. Et la toile inférieure, c'est la valvule de Tarin. Et là, la valvule de Tarin, avec un orifice qui est ici. Un orifice qui est ici, c'est le trou de Magendie. C'est quoi le trou de Magendie? Entre les ventricules latéraux et le troisième ventricule, ce sont les trous de Monro. Les trous de Monro. Le trou de Magendie, c'est un trou médian, qui va faire communiquer le liquide céphalorachidien entre le ventricule le V4 et les espaces sous-arachnoïdiens. Ah. Regardez la circulation du liquide céphalorachidien. La circulation centrale, c'est au niveau des ventricules. Vous faites la circulation périphérique. Les périphériques, c'est dans les espaces sous-arachnoïdiens. Les ménages, comme la dure mère, on va être l'arachnoïde, l'homme al-qasiyya al-jafiyya, ou la le liquide céphalorachidien circule dans les espaces sous-arachnoïdiens, la dure mère. L'arachnoïde, pardon. Là, regardez, le quatrième ventricule, il y a un orifice ici, central, qui permet la communication entre le territoire, ça c'est le territoire axial, et ça c'est le territoire périphérique. Donc il va y avoir une communication entre les deux. Là, le trou de Magendie, au niveau du toit du quatrième ventricule. Ça c'est médian. Latéralement, donc je fais, quel est les trous de Monro, quel est le trou de Magendie, ou quel est les trous de Louchka. Donc le trou de Magendie, il est central, il est médian. Il y a deux trous sur les parois latérales, à droite et à gauche du quatrième ventricule. Donc c'est des trous de communication aussi qu'on appelle des trous de Louchka. Voilà pour le quatrième. C'est bon pour le quatrième ventricule? C'est très important. Le quatrième ventricule, l'importance vitale et dangereuse, c'est surtout le plancher ferro, parce qu'au niveau du plancher, il y a les nerfs, les noyaux des nerfs crâniens. Voilà. Regardez ici en haut, au niveau de l'étage mésencéphalique, et vous n'oubliez pas au niveau de la partie postérieure, qu'il y a des tubercules jumeaux. Voilà, antérieur et postérieur, ou maintenant on les appelle supérieur et inférieur. Des colliculi, un colliculus. Donc, colliculus supérieur droit, colliculus inférieur droit, colliculus supérieur gauche et colliculus inférieur gauche. Alors, la structure du tronc cérébral, la structure, la configuration, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la morphologie, c'est la description. On a décrit. Maintenant, dans la structure, il est constitué par des corps cellulaires, donc il y a de la substance grise et il y a de la substance blanche. Les corps cellulaires des noyaux, c'est la substance grise. Les axones et les voies de transmission, c'est la substance blanche. La substance grise. Dans la substance grise, il y a trois parties. Il y a les noyaux des nerfs crâniens, ce qu'on appelle les noyaux propres du tronc cérébral. Ce sont des noyaux extra-pyramidaux, qui est le locus niger, qui est des noyaux de la maladie de Parkinson, qui est des noyaux extra-pyramidaux. Ce qu'on appelle les noyaux propres. Ça, vous allez voir ça en physiologie. Et il y a la substance réticulée. La substance réticulée, c'est une substance qui est lâche, qui va aller du cerveau à la moelle. Donc elle va occuper tous les étages. La substance réticulée.
la substance réticulée qui intervient dans par exemple dans la vigilance et le sommeil. La vigilance et le sommeil, d'accord? Et beaucoup de fonctions. Mais alors, les noyaux des nerfs, voilà. Là, c'est ce qu'on appelle la systématisation. Au niveau du tronc cérébral, rapidement, au niveau du tronc cérébral, il y a le cerveau et l'encéphale, il est très bien systématisé. Il est très bien systématisé. Chaque région a des fonctions bien précises. Et vous allez voir ça en neurophysiologie. Donc, au niveau du tronc cérébral et la moelle, au niveau de la moelle, il y a ce qu'on appelle un système de colonnes. Un système de colonnes. Deux dedans, et ça c'est l'embryologie qui explique ça, parce que normalement on fait tout un cours sur l'embryologie du tronc cérébral. Il y a 6 colonnes, 7 colonnes. La septième, la septième, c'est la colonne sensorielle. La septième. Mais les colonnes systématisées sont en nombre de 6. Deux dedans, en dehors. La première colonne qui est en dedans, c'est ce qu'on appelle la colonne somatomotrice. Somatomotrice, c'est la colonne de la motricité volontaire, les muscles squelettiques. C'est les nerfs moteurs. D'accord? Somatomotrice. On va à la bronchiomotrice. On va à la viscéromotrice. Viscéro, les viscères. Bronchio, c'est les arcs bronchiaux, c'est la face. C'est la face, c'est la mastication, d'accord? Bronchiomotricité. Hein? La viscéromotrice. On va donc, en dedans, c'est la motricité. On va dans la sensibilité. D'accord? Somatomotrice. Bronchiomotrice. Viscéromotrice. Viscérosensitive. Voilà, symétrique. Viscéromotrice, viscérosensitive, bronchiosensitive et somatosensitive. La septième colonne, c'est la colonne sensorielle. Donc si on prend un exemple, en dedans, regardez, les noyaux qui sont dans la colonne somatomotrice. Vous n'allez pas avoir des noyaux sensitifs, vous allez avoir des noyaux moteurs. Vous savez les nerfs crâniens moteurs 3, les nerfs 3, 4, 6, 3, 4, 6, 5, 1. Non, 5, 1, c'est pas somato. Attention. 5, 1, c'est. 5, 1, le 5, 1, c'est pour la mastication. Il est bronchiomoteur. Donc, pardon. Oui. La première colonne. D'accord? Donc, pour la première colonne, comme de haut en bas, 3, 4, 6 ou 12. 12, la motricité de la langue. Donc, si on va à l'étage, à la deuxième colonne, la colonne bronchiomotrice. 5, 1. Voilà. Le 5, c'est le noyau masticateur du 5. Mastication. 5, 1. 7. Le nerf facial. Donc la motricité, motricité des muscles de la face. 9, 10 ou 11. 9 ou 10 ou 11. Donc bronchiomotricité. Et là, c'est le 11. Le noyau ambigu. Est-ce que vous avez compris? Donc, deux dedans en dehors, comme 6 colonnes. Somatomotricité, bronchiomotricité, viscéromotricité, viscérosensibilité, bronchiosensibilité, et regardez la somatosensibilité, là, la 6. Vous avez le gros nerf 5, la sensibilité de la face, le gros nerf 5 sensitif. D'accord? Est-ce que c'est clair? Là, c'est le masticateur. 5-3, pardon, oui. 5-3, c'est le masticateur. Hein. 5-1, c'est l'ophtalmique. 5-3, c'est le masticateur. C'est le noyau masticateur, le 5-3. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est juste un petit mot sur la systématisation du tronc cérébral. Donc, le tronc cérébral, vous allez avoir les noyaux. C'est pour les noyaux des nerfs crâniens. Les noyaux des nerfs crâniens sont disposés au niveau du plancher. Du quatrième ventricule, suivant des colonnes, en 6 colonnes. D'accord? Alors, les noyaux des nerfs crâniens. Maintenant, les noyaux propres. Les noyaux propres du tronc cérébral. Il y a des noyaux mésencéphaliques,
des noyaux métencéphaliques, c'est-à-dire protubérantiels, et des noyaux bulbaires. Les noyaux mésencéphaliques, hein, comme le noyau rouge, vous avez le locus niger qui est ici, hein, locus niger ou bien la substantia nigra. Niger, nigra, nègre, aswad, hein, le noyau noir, locus niger. Vous avez les noyaux dispersés, beaucoup de noyaux dispersés au niveau du pont. Vous avez l'olive bulbaire, l'olive bulbaire qui a un rôle extra-pyramidal et qui a des connexions avec le cervelet pour contrôler un peu l'équilibre, l'équilibre automatique, l'équilibre inconscient, hein, l'olive bulbaire. Le locus niger, il intervient dans la voie dopaminergique. Qui dit dopaminergique dit dopamine, donc voie extra-pyramidale qui est incriminée dans la maladie de Parkinson, hein, locus niger. Le noyau rouge, voilà, même chose. C'est des noyaux extra-pyramidaux, dans les mouvements inconscients. C'est la voie pyramidale, c'est les mouvements conscients, les mouvements volontaires. Et la voie extra-pyramidale, c'est les mouvements qui vont involontaires et inconscients, qui vont affiner et qui vont affiner la voie pyramidale. C'est pour ça qu'il y a des connexions entre les deux. Donc le noyau rouge, le noyau du pont, l'olive bulbaire, et des noyaux ici, les noyaux de Burdak et de Gold, gracile, noyau gracile et noyau cunéiforme. Les noyaux, ce sont ce sont des noyaux de la voie sensitive, de la voie de la sensibilité. C'est la voie lemniscale. Et enfin la substance réticulée, la substance réticulée, c'est une coulée, c'est comme une coulée. La substance réticulée, c'est une coulée de substance grise qui s'étend de la moelle cervicale, le diencéphale, il faut. Ou là, si on veut, du diencéphale, la moelle cervicale. Parce qu'on a dit une coulée. Donc du diencéphale, la moelle spinale, elle est incriminée dans beaucoup de fonctions. Je me rappelle de la fonction de vigilance et du sommeil, mais il y a beaucoup d'autres fonctions. La substance blanche, alors la substance blanche, c'est quoi? C'est le reste. C'est les axones, ce sont les faisceaux de transmission. D'accord? Tout ce qui monte, c'est les voies sensitives. Et tout ce qui descend, ce sont les voies motrices. Sachant que les voies sensitives sont en arrière et les voies motrices sont en avant. Rappelez-vous de la moelle spinale. Rapidement, la vascularisation. Vous avez ici le tronc basilaire. C'est le tronc basilaire qui fait suite donc, aux deux artères vertébrales. Donc il va donner, bon, ici là c'est l'artère cérébrale postérieure, là c'est l'artère pontique, c'est l'artère cérébelleuse supérieure, l'artère cérébelleuse inférieure, et il va donner aussi les deux artères les cérébelleuses inférieures, l'antérieure et postérieure. On a parlé à Lyon l'AICA, l'antéro-inférieur AICA, et la postéro-inférieure, l'APICA. Donc c'est le tronc cérébral qui est responsable de la vascularisation. Voilà ici les vertébrales, le tronc basilaire qui passe dans la gouttière basilaire, qui va donner des petites artères pour le pont, pour la protubérance, donc on va les appeler les artères pontines pour le pont, les artères pontines, et les artères cérébelleuses, regardez, là, le cervelet, vous allez voir ça. Donc, là, il va vasculariser les trois étages, les différents étages, hein, supérieur, moyen et inférieur. Les veines, bon, elles sont analogues. Je vous ai mis mes la littérature, les exposés. Généralement, ils ne parlent pas des veines du tronc cérébral, mais je vous ai mis ils vont aller dans la veine de Galien, et de la veine de Galien dans les sinus veineux de la base du crâne, et sachant que toutes les veines de l'encéphale vont se drainer par les veines jugulaires internes, par les veines. C'est un parce qu'il y a d'autres veines qui vont passer par les veines antérieures faciales, mais c'est la veine jugulaire interne, qui va descendre pour donner le tronc veineux brachocéphalique, les troncs innominés. Les deux troncs innominés vont donner la veine cave supérieure qui va s'aboucher dans l'oreillette, dans l'atrium droit. Alors, conclusion, elle est importante, j'ai trouvé cette conclusion à un des collègues d'Oran, elle est très importante pour montrer. Donc le tronc cérébral, c'est une zone de transition entre le cerveau et la moelle. C'est une zone de transition entre le cerveau et la moelle, et entre le cerveau et le cervelet. C'est un lieu, là c'est très important, d'émergence des nerfs crâniens, c'est ce qui donne sa dangerosité, et j'ai mis 3 à 12.
Parce que le 1 ou 2, c'est des prolongements. Tous ces nerfs se détachent de la face antérolatérale, antérieure ou la latérale, sauf le 4 qui émerge de la face postérieure. Le passage des grandes voies par le tronc cérébral rend son étude anatomique indispensable pour comprendre la pathologie, pour comprendre les signes fonctionnels. Donc elle est indispensable au radiologue pour situer le niveau de la lésion. Elle est indispensable pour le neurologue. Le neurologue va chercher les différents syndromes neurologiques. Donc il sait, c'est les syndromes neurologiques. Et pour les neurochirurgiens, pour éventuellement, s'il faut opérer, sachant qu'au niveau du tronc cérébral, quand on y touche, le tronc cérébral, les neurochirurgiens, quand on voit le tronc cérébral, c'est très 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 délicat. Il peut mais le tronc cérébral n'y touche pas. Application. Voilà, les AVC, les AVC, les maladies dégénératives Parkinson, les maladies auto-immunes, l'hypertension intracrânienne. On a parlé de quoi? L'hypertension intracrânienne et l'engagement avec le risque vital, le risque de mort. C'est la mort subite. S'il y a un engagement du tronc cérébral, c'est la mort subite. On fait une petite pause de 5 minutes. Donc la moelle finale, ça va être très, très simple, très facile parce que on a les signaux. On va juste délimiter le...